Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Tonyphone. On se retrouve aujourd'hui pour un test qui a été énormément demandé dans la plupart des commentaires de la vidéo initiale, la vidéo de déballage. Il s'agit du LG G6. Alors le LG G6 n'est aujourd'hui plus un smartphone très concurrentiel et énormément mis en avant par la presse ou par LG. Le LG G7 est déjà en pré-commercialisation, il sera bientôt disponible. Par contre, vous avez été nombreux à me réclamer un essai. J'avais fait une vidéo à l'origine qui était simplement un déballage et une présentation rapide du produit. Donc il y a eu un espèce d'engouement qui s'est mis autour de ce smartphone quelques mois après sa sortie. Il a été plutôt boudé par la presse et par les experts lors de sa commercialisation. Et finalement, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un smartphone qui vieillissait très bien, qui avait énormément de qualité. Un peu comme ça avait été le cas à l'époque sur le LG G3 et le LG G4, un peu moins sur le LG G5 qui était lui un petit peu un ovni parmi les smartphones avec cette espèce de smartphone modulaire qui n'a pas vraiment séduit, c'est le cas sur les Motorola, etc. Ce genre de concept n'a pas forcément séduit le public. Par ailleurs, ce G6 a été une valeur sûre, boudé à tort par les clients et on va faire un petit tour rapide du produit pour toutes les personnes qui me l'ont demandé. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le LG G6 a été un des premiers smartphones à présenter ce format d'écran. Donc on est dans un format d'écran 18/9, c'est un écran de 5,7 pouces. On a une définition qui est du Quad HD, donc c'est du 1440 par 2880, ce qui fait une définition de 564 pixels. Donc on est vraiment dans le haut du tableau, même encore aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas de smartphone qui propose une définition au-delà du Quad HD. Même si Sony met en avant certains de ses smartphones avec des écrans qui seraient soi-disant 4K, si vous regardez un petit peu les tests qu'on peut trouver sur Internet, on se rend compte que finalement le 4K n'est pas comment dirais-je, systématiquement affiché. C'est plutôt un recroisement de pixels qui génère un effet 4K, mais on n'est pas sur une définition 4K. De par le fait, ces smartphones Quad HD ont aujourd'hui la définition la plus élevée qu'on peut trouver sur des smartphones. Qui n'ont pas d'intérêt en utilisation classique, c'est-à-dire en regardant un texte, des vidéos ou en traînant sur Instagram, etc. Il n'y aura pas un intérêt qui sera vraiment marqué. Par contre, si vous êtes un peu adepte de la réalité augmentée, ce genre de définition prend tout son sens. Pour ce qui est de l'information, c'est un écran IPS LCD, donc on n'est pas sur une technologie AMOLED. Si vous voulez savoir la différence, il y a une vidéo qui a été faite tout récemment sur ma chaîne pour savoir un peu quelle est la différence entre l'AMOLED, du IPS, de l'OLED, etc. Donc on est sur une technologie IPS, le taux d'encombrement de l'écran est aux alentours de 79%, donc on a un très bon rendement, on n'est pas à ce qu'a pu proposer Samsung sur le Galaxy S8 ou S9, par contre ça reste très correct pour l'époque. Pour le processeur, on a un processeur qui est du Snapdragon 821, donc un processeur qui tourne encore très bien, honnêtement on peut s'en servir largement aujourd'hui avec n'importe quelle application disponible sur le Play Store. Il n'y aura pas le moindre ralentissement. C'est vraiment un smartphone qui reste très performant. Pour ce qui est de la mémoire vive, on a 4 Go, on a une mémoire interne de 32 Go. Vous avez la possibilité d'y insérer une carte mémoire. L'autre particularité de ce smartphone, c'est qu'il a une certification IP67, donc étanche à l'eau et à la poussière, pendant un certain temps bien sûr. La batterie, c'est une batterie de 3300 mAh. L'autonomie est plutôt confortable. Après, une technologie AMOLED aurait permis d'augmenter encore cette dernière, c'est un petit peu dommage, mais LG a toujours été partisan de son développement IPS LCD, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent de leur fusil d'épaule, d'autant plus que la qualité d'affichage est absolument extraordinaire. Pour ce qui est de la captation photo, alors on a toujours cette espèce de capteur duo qui est un peu la marque de fabrique de LG depuis le LG G5. C'est un produit en fait qui était un petit peu un ovni lors de sa commercialisation à l'origine, parce que beaucoup de constructeurs commençaient à sortir des doubles capteurs, notamment Huawei avec une partie noir et blanc et une partie couleur. Là on est dans quelque chose qui est complètement différent dans le sens où on a deux optiques couleurs classiques. Ce sont deux optiques de 13 mégapixels et il y en a une qui ouvre à 125 degrés, c'est-à-dire un champ grand angle, en fait un semi-effet fisheye, mais ce sera plutôt du grand angle, on ne rentre pas dans des aberrations de déformation qu'on peut retrouver avec une optique fisheye. Et l'autre, ce sera une optique classique, donc une optique qu'on peut trouver chez n'importe quel constructeur, qui oscille généralement entre 27 et 30 mm, là on est sur une optique de 28 mm. Ça donne un format de photographie plutôt classique. Donc voilà la particularité de ce smartphone, c'est bien sûr le grand angle,
et le capteur classique. Il y a eu une petite polémique récemment pour côté LG, parce qu'apparemment il y aurait eu deux approvisionneurs différents d'optique grand angle, deux constructeurs différents, et il y a vraiment une perte de qualité en fonction des lots concernés. Donc si vous vous interrogez ou si vous trouvez que votre LG G6 au grand angle produit des photos un petit peu basses en qualité, avec un piqué un petit peu discutable, renseignez-vous sur internet, il y a pas mal de sites et de journaux qui en parlent. Vous pouvez rentrer votre numéro de série et savoir quel est le constructeur qui a mis le capteur de grand angle et notamment l'optique. Et vous pouvez savoir si effectivement vous êtes dans le panier des smartphones un petit peu avec une perte de qualité liée à ce partenariat entre deux constructeurs pour développer ces capteurs photo. Voilà pour la présentation technique. Il n'y a pas vraiment d'informations qu'on peut encore apporter au niveau de la présentation. Il filme bien sûr en 4K. Il est sur Android 7.0. Est-ce qu'il y aura une mise à jour vers Android Oreo 8.0 ou 8.1? Je ne sais pas aujourd'hui. Je n'ai pas fait la vérification, mais je pourrais le faire et vous informer dans une prochaine vidéo ou dans la description de cette vidéo. La connectique, c'est bien sûr de l'USB type C. On est classique. Il n'y a plus vraiment d'autres connectiques aujourd'hui. Par contre, la bonne surprise, c'est bien sûr qu'il a conservé sa prise jack. LG a toujours apporté une certaine touche à l'audio sur son smartphone. Et le LG G6 est vraiment un ténor dans ce domaine. Voilà, il n'y a pas d'autres informations à donner. Donc on va passer plutôt sur une présentation classique. À la fin de cette vidéo, je mettrai quelques photos réalisées avec ce smartphone. Les photos réalisées avec le capteur principal et le capteur grand angle. Comme ça, vous pourrez vraiment vous donner une idée des performances de ce smartphone, qui était un des plus performants lors de sa sortie et un des plus plébiscités chez la plupart des testeurs pros en photographie, comme des XO ou les numériques. Voilà. Alors, petit tour d'horizon rapide. Déjà, sur la tranche, rien de particulier, c'est une tranche en aluminium, donc vous avez simplement les deux boutons de commande de volume. Vous avez un petit insert en plastique pour laisser passer les ondes, donc une antenne. Sur le dessus, vous avez également les deux zones d'antenne, un micro extérieur avec la prise jack. Sur l'autre côté, encore une antenne. Vous avez le tiroir qui permet de mettre une nano SIM ainsi qu'une carte micro SD. La tranche ensuite est parfaitement lisse, il n'y a plus aucune interaction, c'est vraiment un beau design. Sur le dessous, vous avez un deuxième micro extérieur. Encore une petite zone pour l'antenne, donc il est vraiment quadrillé complètement d'antenne. La connectique USB type C, et ensuite le haut-parleur qui est un haut-parleur classique, il n'y a pas de stéréo ou quoi que ce soit. Il est plutôt criard, mais il est assez confortable en utilisation classique sans monter dans les volumes vraiment extraordinaires. Sur le dos, rien de particulier, c'est un dos classique, donc en fait c'est une couche de verre. On a un peu l'impression qu'il y a un film, en fait quand vous le déballez, vous avez toujours envie de chercher le film à enlever, mais en fait c'est une couche de verre qui recouvre une autre couche d'aluminium, donc ça fait un effet un petit peu pochette plastique, entre guillemets. Vous avez le capteur à l'arrière, le capteur d'empreinte qui n'est pas nouveau, qui n'est pas exceptionnel, qui est dans la droite lignée de la plupart des constructeurs aujourd'hui. Il a la particularité d'être cliquable, donc vous avez pas mal d'interactions, vous pouvez mettre des raccourcis en cliquant dessus. Et vous avez ensuite les deux capteurs photo de 13 mégapixels, donc un capteur photo classique avec une focale de 28 mm et un capteur photo grand angle, donc de 125 mm. L'intérêt du capteur grand angle, c'est bien sûr de capter plus d'informations, beaucoup plus d'environnement. Après, le point négatif de ce genre de capteur, c'est qu'il y a une perte complète et une distorsion des images qui est absolument aberrante. Ça peut faire des photos sympas, des photos de groupe assez amusantes, des photos de déformation. Si vous prenez une personne de près, il aura un pif énorme. Mais par contre, en tant que photographe, ou si vous êtes un petit peu un puriste, et que vous êtes à la recherche vraiment de l'alignement et d'une correction de distorsion, vous serez vite lassé par ce genre de produit. Pour les smartphones double capteur, j'ai toujours été plutôt séduit par la fonction et la proposition Huawei, c'est-à-dire un capteur noir et blanc et un capteur couleur. Après voilà, LG a pris ce pari-là, ça a été reconduit sur d'autres smartphones de leur marque, ça a séduit, ça a un peu innové dans le domaine. Par contre, ça n'a pas été suivi par les autres constructeurs pour l'instant. Et je pense que niveau qualitatif, il y a vraiment une perte non négligeable qui se fait au niveau de ce capteur.
Ensuite, vous avez simplement un flash LED au centre classique. Donc voilà pour le tour d'horizon du smartphone. C'est vraiment un smartphone qui est joli, il est assez épais. C'est encore un smartphone qui est relativement épais, il semble vraiment très robuste. C'est une bonne prise en main, on a vraiment l'impression d'avoir un morceau d'aluminium assez brut en main. Et c'est plutôt sympa. L'écran est très convaincant. Il y a un bon taux d'occupation, comme je l'ai dit avant, qui est de 79-78%. Il y a peu de contours, il y a un petit contour noir un demi ou un millimètre qui encadre la dalle. Et voilà, un petit logo LG sur le bas, très sympathique, parce il est relativement discret, on n'est pas comme ce que propose Huawei avec un marquage blanc. Vous avez ensuite le micro, vous avez deux capteurs, donc un capteur de proximité, et vous avez le capteur photo de 5 mégapixels, qui est un capteur classique, qui ne détonne pas dans le domaine de la photographie, mais qui fait son taf, et c'est tout ce qu'on lui demande. Pour ce qui est de la navigation, donc on est sur du Android 7.0, il y a une surcouche LG qui redesign un petit peu les icônes. Alors chez LG, ça a toujours été un peu le cas. Il me semble qu'on a la possibilité, ou qu'on avait sur le LG G2 et G3, de modifier l'apparence des icônes. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne crois pas. Pour l'interface, on va rapidement se balader dans l'interface du téléphone. Donc il y a les paramètres classiques de connectivité. Ensuite, on a toute la zone de gestion du son, des notifications et de l'écran de verrouillage avec les différentes vibrations liées à l'interaction de l'appareil. Pour l'écran, vous pouvez gérer votre écran d'accueil, l'écran de verrouillage, et vous avez la possibilité de mettre différents thèmes en fait. Les différents thèmes changeront les icônes, la police, les sonneries, ainsi que l'ambiance du téléphone. C'est-à-dire on peut avoir un thème noir ou un thème foncé, un thème gris ou un thème blanc, et qui modifieront même la couleur des paramètres de votre smartphone, donc c'est assez sympa. Il y a plusieurs packs qui existent, vous pouvez vraiment le modifier à votre guise. Vous avez la possibilité également de changer la combinaison des boutons, donc il n'y a pas de bouton sur la tranche, il n'y a pas de bouton physique sur le smartphone, mais vous pouvez rajouter des boutons sur la bande de navigation, en fait, sur le bas de l'écran, rajouter des raccourcis, en supprimer ou les inverser. C'est toujours sympa. Vous avez même la possibilité en fait de masquer cette bande. Ensuite, vous avez la possibilité de réduire ou de modifier les polices, comme sur n'importe quel smartphone. La possibilité également de faire une mise à l'échelle des applications. En fait, à l'origine, quand le LG G6 est sorti, il faut savoir que le format 18/9 n'était absolument pas répandu, ce qui a provoqué un peu des incompatibilités avec les applications disponibles sur le Play Store. Et vous aviez la possibilité en fait de retravailler ces applications pour qu'elles prennent une taille proportionnelle à l'écran. Maintenant, c'est plus trop nécessaire, ça se fait plus ou moins automatiquement. Donc voilà, il n'y a plus trop d'interaction. Vous avez également la technologie Always Display. Donc en fait, ça c'est simplement un petit service qui vous permet d'afficher une montre sur un écran noir. Donc quand votre smartphone est éteint, théoriquement, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait ici il y a simplement l'heure, la batterie et puis la date qui est affichée. Si vous recevez une notification, il y aura une petite enveloppe ou un petit icône qui s'affichera en plus. Cette technologie a tout son sens sur un écran AMOLED, dans le sens où il y a uniquement les zones d'écriture qui seront alimentées électriquement, le reste de l'écran sera complètement éteint. Sur une technologie IPS LCD, c'est un petit peu différent, il y a quand même une alimentation complète de la dalle, même s'il n'y a que cette zone qui affiche des informations, donc il n'y a pas une autonomie vraiment extraordinaire avec ce système. C'est plutôt une technologie qui a été inspirée et mise en place par Samsung, de par le fait d'une utilisation d'écran AMOLED, qui permet vraiment de gérer et d'alimenter pixel par pixel, parce que les pixels sont remplacés finalement par des LED. Sur un écran LCD IPS, ça perd un peu de son sens. Bon, voilà, ça permet quand même, quand on est à son bureau, de voir rapidement si on a reçu un SMS ou pas. Mais il n'y a pas une économie d'énergie qui est vraiment flagrante. Voilà, sinon il y a quelques petits raccourcis, donc vous pouvez appuyer 2 fois sur l'écran pour l'allumer ou 2 fois sur l'écran pour l'éteindre. Donc ça c'est une technologie qui est ancestrale chez LG, qui était déjà disponible sur le LG G2 à l'époque. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On peut modifier les langues, les claviers, vous avez les systèmes de synchronisation. Vous pouvez bien sûr mettre une touche de raccourci soit sur le côté, il me semblait que c'était à l'époque également à l'arrière. Donc là apparemment vous pouvez modifier le nombre de clics que vous faites sur les boutons volume plus et moins pour y ajouter des interactions. Donc ça a le mérite d'exister. Ça c'est pour le capteur d'empreinte à l'arrière, donc vous avez simplement ajouté vos données comme d'habitude.
Pour le stockage, au premier démarrage, sur une donnée de 32 Go, au premier démarrage, il nous reste déjà plus que 22 Go. Donc il y a 9 Go 87 qui sont utilisés par le système Android et les différentes applications. C'est relativement conséquent, mais c'est dans la moyenne de ce que propose Android aujourd'hui. Android Oreo est censé être un petit peu moins gourmand, donc on verra ça dans les différents tests. J'avais pu essayer le XZ2 de chez Sony, qui lui avait été un des premiers commercialisés sur Android Oreo, et il y avait effectivement un petit gain de place qui n'était pas fulgurant, mais qui était quand même un petit peu plus sympa que ce qu'on peut avoir là. Après, le point fort du LG G6, c'est bien sûr la possibilité d'y ajouter une carte micro SD haute capacité jusqu'à 256 Go, il me semble, donc vous avez quand même la possibilité d'étendre votre système. Vous avez un système d'économie d'énergie, classique. Ensuite, un petit Smart Doctor, ça c'est assez sympa, c'est un truc que je vous conseille si vous possédez des smartphones de faire de temps en temps, au moins une fois par mois. Ça supprime un peu tous les cookies, tous les fichiers data enregistrés et stockés dans votre appareil qui ont tendance à ralentir le téléphone. Et vous avez également le paiement sans contact. Il y a une technologie NFC qui est disponible sur LG depuis longtemps aujourd'hui, qui vous permet de payer avec Android Pay ou avec Orange Pay ou etc. Vous avez vraiment la possibilité de régler en posant votre smartphone sur le petit lecteur de carte bancaire, comme votre carte sans contact en fait. Donc voilà pour la partie interaction. Le smartphone est plutôt joli, l'écran est vraiment sympa. Il est assez lourd en main, mais ça donne une sensation de qualité qui est vraiment appréciable. Bien supérieur à ce que Samsung propose avec son S8 ou son S9, où on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone un petit peu, je dirais pas cheap, mais plus fragile. Celui-là, il a vraiment l'air rigide, solide et un peu plus épais, certes, mais il a tout de même du cachet. Je dirais qu'il a un design un petit peu plus masculin que ses concurrents. Alors, on va basculer dans la partie photo, parce que c'est généralement ce qui intéresse les gens. Voilà, c'était ma tronche. Alors, pour la partie photo. Donc là, nous avons un format... En fait, si vous voulez utiliser l'intégralité de votre écran, vous devrez forcément réduire la définition de votre photo. Donc là, on est en 18/9, ce qui est le ratio écran. Si vous voulez profiter des 13 mégapixels, vous aurez un affichage qui sera uniquement en 4 tiers. Il y a une perte de données qui se fait en dessous et sur le bas de l'écran. Par contre, la définition sera bien meilleure. Pour la vidéo, on a la possibilité de filmer en Full HD 16/9, en Full HD à 60 images secondes, donc une image plus fluide, en Full HD 18/9 avec un format adapté à cet écran, ou en Ultra HD, donc 4K, en utilisant le format 16/9. Vous avez également la possibilité d'utiliser la technologie HDR, donc High Dynamic Range. C'est vraiment une technologie qui vient de la photographie pro, qui s'appelle à l'origine du bracketing. C'est une technologie qui permet de faire une ou trois ou quatre photos différentes à des expositions différentes pour récupérer vraiment un maximum d'informations sur la photo, que ce soit en termes de couleur et de contraste, et ensuite de les synthétiser en une seule photo, qui sera très dynamique, avec énormément de couleurs, plein de richesses. On a un peu tendance à tomber dans l'effet Nutella si on gère mal ce système avec un appareil photo pro ou un réflexe. Là, le smartphone a quand même une intelligence, entre guillemets, qui permet de ne pas sursaturer les couleurs et de ne pas vraiment varier l'exposition de sa photo pour essayer d'avoir un ciel qui soit relativement réel sans basculer sur un ciel très travaillé comme on peut trouver sur certaines photos HDR faites avec des appareils photo pro. Vous avez une capture focale en disant différents mots. Vous pouvez dire cheese, smile, whisky ou kimchi ou LZ. Alors je sais pas ce que ça veut dire LZ. Donc en fait c'est un système qui vous permet de faire des selfies sans utiliser vos mains. C'est assez sympa. Enfin il faut quand même bien sûr tenir le téléphone, mais s'il est sur un trépied ou autre chose, c'est assez sympa. Un système d'information quand votre objectif est découvert. Vous pouvez enregistrer votre emplacement. Vous pouvez mettre une grille, donc ça c'est très intéressant une grille parce que ça vous permet vraiment d'aligner vos horizons et d'avoir des photos qui soient très centrées, carrées. Il faut toujours se verrouiller sur une ligne directive sur votre photographie. Après ça, ce genre de système n'a aucun intérêt sur l'effet sur la photographie si vous utilisez le grand angle, parce que tout sera tellement déformé que se calquer sur une seule ligne directrice, ça servira strictement à rien. Vous pouvez ajouter une signature au bas de votre photo. Donc ça, vous pouvez écrire votre nom, votre prénom, votre blaze ou votre pseudo Instagram, peu importe. Et puis, c'est tout. Ensuite, on va basculer dans le mode. Vous avez le système classique. Vous pouvez faire des petites vidéos snap, donc qui seront un petit peu plus comme des gifs, si vous voulez.
Vous avez un mode panorama, un mode panorama 360 degrés pour prendre l'intégralité de la scène autour de vous. Une photo à plusieurs intervalles, donc ça c'est vraiment un système assez classique qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les téléphones et qu'on retrouvait même bien avant le LG G6. Un mode nourriture, donc ça c'est plutôt une photo qui sera un petit peu plus flatteuse à l'œil, plus saturée, des couleurs plus gourmandes entre guillemets. Une fonction slow motion, donc ça c'est simplement une photo qui se fait à 120 images secondes, donc on n'aura pas un ralenti qui sera extraordinaire parce qu'aujourd'hui on sait que Huawei et Samsung et Sony proposent des ralentis à 960 images secondes en HD uniquement. Donc c'est pas ça, sur ce smartphone, ce ne sera pas un ralenti qui sera extraordinaire, il ne faut pas s'attendre à faire des vidéos vraiment incroyables. Sinon, voilà, vous avez ici ce petit mode qui est ancestral également, j'arrête pas de dire ce mot, mais qui est pour le coup très symbolique de l'ambiance LG. C'est le petit système basique. Donc vous avez un système basique de photographie où vous ne réglez absolument rien et vous avez un système manuel en photographie qui vous permet de gérer non pas l'ouverture parce que celle-ci elle est fixe, contrairement à ce que peut proposer Samsung aujourd'hui. On a une ouverture fixe à f2.4 si vous êtes en grand angle. Si vous basculez sur le capteur classique, vous serez à f1.8. Donc comme je le rappelle, l'ouverture à f1.8 permet d'obtenir plus de lumière, une mise au point qui sera plus courte, donc un effet bokeh et un effet de flou d'arrière-plan plus prononcé avec une ouverture à f1.8 que f2.4. Vous pouvez du coup gérer la balance des blancs. Donc la balance des blancs, c'est par rapport à votre éclairage. Si vous avez un éclairage qui s'apparence plus à un éclairage avec du soleil, avec des nuages, si vous êtes sous un éclairage néon ou sous un lampadaire, etc., il est toujours important de régler ces paramètres. Pourquoi? Parce que ça va simplement vous donner la justesse des blancs sur vos photographies. Donc on va le laisser en auto. Tac. Hop. Le focus, c'est simplement si vous voulez faire une mise au point automatique ou manuelle. Vous pouvez bien sûr vous mettre sur l'infini ou en mode macro. Les EV, donc ça c'est simplement un éclaircissement artificiel de la scène. Donc si vous êtes un petit peu en contre-jour, vous pouvez jouer avec ce curseur pour rééclaircir l'intégralité de la scène. Et à contrario, si vous voyez que la photo ou le personnage pris en photo est surexposé, vous pouvez un petit peu baisser cette valeur. Les ISO, donc qui sont ici réglables de 50 à 3200 ISO. Comme je le dis toujours, je vous conseillerais systématiquement et quasiment exclusivement de travailler avec des ISO les plus bas. Ne dépassez jamais les 100 ou 200 ISO sur un smartphone parce que ça va immédiatement vous donner un effet granuleux à la photographie. Préférez rester dans des données ISO très basses et baisser également le temps de pause. Après, ça nécessite effectivement une stabilisation qui sera un peu plus contraignante, mais vous gagnerez vraiment en qualité photographie en laissant les ISO au plus bas. Et vous avez également la possibilité de verrouiller vos données photographiques si vous faites plusieurs photos à intervalles différents. Voilà pour cette partie photographie. Je vais juste vous montrer une petite photo classique. On va se mettre en mode auto pour voir la différence en fait entre le mode... Là on se met en mode basique. Donc là j'utilise le capteur classique. Donc le capteur qui est un capteur avec une vision entre guillemets dite humaine. Donc là on a une photo classique, il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'aberrant. Et si on passe sur le grand angle, tac, donc là on voit vraiment beaucoup plus d'informations. On a vraiment une scène qui, vous voyez, on a vraiment l'impression en fait de reculer, mais ce n'est pas que ça en fait, on ne recule pas, mais il y a vraiment une distorsion qui se fait sur la photographie. Vous avez vraiment un effet fisheye, mais dans une moindre mesure, qui se met sur la photographie. Donc à la fin de cette vidéo, je vais mettre quelques petites photos réalisées avec ce smartphone. Je vais prendre des petites photos de ce qui traîne autour de chez moi, avec l'effet grand angle et l'effet classique. Et vous pourrez juger vous-même de la qualité, bien que sur YouTube, les images soient un petit peu réduites. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce smartphone. Je trouve qu'aujourd'hui le LG G6 au prix où il est vendu, parce que je sais qu'on peut le trouver à des tarifs inférieurs à 500 €, je crois même qu'on peut le trouver à 399 €, du moins il était affiché à ce prix-là chez Darty il y a peu de temps. Je pense que c'est vraiment un excellent smartphone. En plus, il a le mérite d'être assez rare, donc vous sortez un petit peu entre guillemets de la masse des smartphones classiques que sont aujourd'hui les iPhone X, les Galaxy S9 ou dans une moindre mesure les Huawei P20 et P20 Pro. Je trouve que le LG G6, si vous cherchez un smartphone qui soit étanche, endurant, résistant et qui a un très bon affichage, à un prix modéré, c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut.
LG est pour moi gage de qualité. J'ai eu le LG G2, le G3, le G4, le G5, j'ai eu tous les LG, j'ai jamais eu de soucis. Regardez, j'ai même encore un vieux ici, un vieux LG G2, vous voyez, pour comparer la taille. Là, il y a un vieux LG G2, et c'est vraiment pour moi des smartphones qui sont qualitatifs, endurants, et qui proposent des photos non pas extraordinairement flatteuses à l'œil, parce qu'on n'a déjà pas la technologie d'affichage AMOLED comme chez Samsung, donc on n'a pas une sursaturation des couleurs, mais qui sont au contraire des photos qui sont très justes, avec un piqué très souvent excellent. Il faut savoir que ce smartphone est un des meilleurs smartphones encore aujourd'hui en photographie de nuit avec son cousin le HTC 11. Le HTC 11 était à l'époque un des meilleurs smartphones, même si sur le score DxO, il est un peu en deçà des concurrents d'aujourd'hui. Ce smartphone aujourd'hui en photographie de nuit est un des meilleurs si vous maîtrisez un peu la photographie et si vous savez un petit peu baisser le temps de pause, ne pas taper trop fort dans les ISO, vous obtiendrez des photos qui sont absolument, on peut dire, exceptionnelles pour un smartphone. Donc si vous aviez des doutes quant à l'acquisition de ce smartphone, foncez. Si vous l'avez à bon prix, c'est vraiment un smartphone dont vous ne serez pas déçu. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur un petit peu la photographie en général avec les smartphones. Et on se revoit très bientôt.